va pas tourner autour du pot. Nous sommes de retour sur la perche sanguine pour un nouvel épisode pour vous parler avec Urko de plusieurs films sortis ces dernières semaines. Salut Urko. Salut Marchand. Voilà, donc pas forcément grand chose à dire de plus. Comme d'habitude, les intros sont toujours de qualité ici. Et si ce n'est que, bah, Si, que... on va parler de bons films cette fois. Ah ouais, bah oui, parce que c'est vrai que la dernière fois c'était un peu aléatoire. Un peu en demi-teinte, ouais. Voilà, un niveau plus ou moins coup-ci coup-ça. Et aujourd'hui, au contraire, c'est de mieux en pis, ou au contraire de pis en mieux. Voilà, je sais plus trop c'est quoi le sens de l'expression, on va dire de pis en mieux, De mieux en mieux. de mieux en mieux. Avec la ressortie ou sortie, ça dépend des camps, de Godzilla Minus One hors du territoire japonais et en dehors de la plage pâtée du 7 et 8 décembre 2023. Bon, ce qui est drôle, c'est que au moment où vous écoutez cet enregistrement, bah, le film est plus à l'affiche. Voilà, désolé. Marrant. Ouais, attendez la version noir et blanc qui sortira peut-être aussi un jour. Nous vous parlerons aussi de la nouvelle sortie de ces petits chéris de chez ESC, à savoir les Chambres Rouges de Pascal Plante. Et enfin, évidemment, on ne pouvait pas ne pas passer à côté avec le Grand Prix du Festival de Cannes, le film qui a électrisé la croisette, celui sur lequel tout le monde place et tous les espoirs pour une palme d'or, mais qu'il n'a pas eu. À savoir le nouveau film de Jonathan Glazer, La Zone d'intérêt, avec notamment Sandra Hüller, dont on vous avait déjà parlé dans Anatomie d'une chute, Anatomie d'une chute. évidemment, et qui là est dans son Allemagne natale. Hein. Euh, et puis voilà, Non, bah, parce que ça se passe en Pologne. ah oui, merde, ouais, mais elle parle allemand. Donc est-ce que ça. Ouais. Bah, vous savez quoi, je vais passer sur le cringe de cette situation. Et je vous laisse avec la bande-annonce du premier film de cette émission, qui, comme je l'ai dit plus tôt, est Godzilla Minus One. Le Japon se remet à grande peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voilà l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Première incursion dans l'univers du Kaiju Ega de Takashi Yamazaki, pour qui on avait déjà pu découvrir il y a, je crois que c'est en 2020, oui, la nouvelle adaptation de Lupin 3, The First, ou The Third, je sais plus trop, bon tant pis. Pas The Third, The First. Ok. Et qui là du coup nous sert une nouvelle, alors plus qu'une nouvelle adaptation du film éponyme des années 60, plus qu'une nouvelle itération du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale du Japon, un film anniversaire par rapport du coup à la licence Godzilla qui a débuté il y a maintenant 60 ans. Voilà, ça en fait des beaux films, hein, des beaux nanars aussi qui vont continuer cette année avec Godzilla vs Kong. On ira le voir, hein. Deux. Ah oui, deux, pardon, deux, New Empire, je crois. Ouais, non, ça a l'air terrible. Ça a Ouais, l'air. après on est quoi? On est à 37, 38 films Godzilla, un truc comme ça, en comptant les versions américaines. Après, les versions américaines, c'est vraiment des délire à part. Ouais, mais bon. Et on va quand même pas commencer à comparer avec Roland Emmerich. Enfin, j'espère. Parce que. Ouais, mais il n'y a pas Jean Reno, donc c'est. Donc le film est nul, voilà, mon avis. Voilà, notre avis. J'ai entendu beaucoup pas forcément de rumeurs, mais plus de bruit de couloir autour de Godzilla Minus One, de gens qui étaient plus ou moins embarqués dès le départ dans le délire, parce que c'est vrai que déjà les Japonais nous avaient offert, alors je l'ai pas vu, mais apparemment il est excellent, Shin Godzilla, qui avait un petit peu rebattu les cartes du kaiju, ou du moins, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le kaiju, en gros c'est, pour la faire très 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 courte, une sorte de sous-genre de film de monstre japonais qui du coup reprend notamment tout l'univers de Godzilla et En gros, c'est des monstres géants qui détruisent des villes en carton-pâte.
Voilà, c'est ça. C'est même, je pense, la meilleure façon de mettre en avant ce que c'est que le Keijo-Iga. Et Shin Godzilla, donc je l'ai pas vu, mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un film c'était assez resserré dans son dispositif, un peu blockbuster, pour offrir quelque chose de beaucoup plus humain. Selon quoi, Godzilla Minus One tend à se rapprocher aussi, en fait. C'est un film dans lequel il y a, en tout et pour tout, 4 scènes d'action. Voilà, ce qui est quand même pas mal, hein, mine de rien, pour un film de 2 heures. Il y a un bon ratio donc. Mais c'est un film qui va avant tout se concentrer sur son histoire un peu plus. Du moins sur un versant plus psychologique par rapport à son personnage principal, qui était un ancien kamikaze qui a déserté le combat, qui a été déshonoré par sa faute, littéralement, et même tous les traumatismes qu'il a pu vivre du fait de la guerre. Et du coup, qui sont plus ou moins incarnés par Godzilla, voilà, une nouvelle fois, qui était déjà à l'époque. Bon, après, j'ai vraiment une connaissance très lacunaire de la licence, donc je vais pas non plus aller pousser plus loin, mais qui était, du coup, comme j'ai dit, déjà plus ou moins le point de départ du premier film Godzilla de l'époque. Mais du coup, le film, il était surtout accompagné d'une rumeur comme quoi c'était un film qui allait un petit peu détruire tout ce qu'avait essayé de mettre en place Hollywood ces dernières années en termes de cinéma de blockbuster et d'action, avec un budget ridicule de 15 millions de dollars, si j'ai pas de bêtises, et au final, un film extrêmement impressionnant, pas forcément beau dans ses effets spéciaux, mais pour des effets spéciaux de 15 millions, très marquant. Et surtout, en fait, un film qui tabasse, qui fait pleurer tout le monde, qui fait hurler je sais pas, les fans. Enfin, bref, un film qui a su rassembler. Et moi, je suis plus ou moins de cet avis, même si je trouve qu'il y a quand même des points qui sont assez impardonnables, en fait, dans l'écriture. Et dans le côté un peu mielleux du film. Parce que c'est un film qui est un petit peu alors pour ceux qui n'ont pas vraiment de connaissance des codes du cinéma japonais, disons que quand on fait des drames, et même c'est d'ailleurs la même chose en Corée et un peu en Chine aussi, ça chiale beaucoup, mais vraiment on n'est pas dans la dentelle. Voilà, il y a une sorte de culture du mélo qui est poussée, qui est de pousser les potards à fond. Et c'est pas forcément pour dire que c'est ridicule, mais en fait le problème que j'ai avec Godzilla Minus One, c'est que c'est un film qui parfois fait un petit peu, mielleux quoi. C'est un film qui est plutôt émouvant, moi qui m'a vraiment parfois pris un peu en travers de la gorge, mais qui manque quand même, mais qui est un peu trop sage en fait dans ce côté-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup de poncifs qui sont pas forcément qui sont pas révolutionnaires, qui sont utilisés tels quels et qui marchent, mais duquel il n'y a pas forcément quelque chose en plus. Notamment dans toute la question du sacrifice, de l'amour maternel, de la paternité, de la famille, tout ça, du sacrifice. En bref, tout ça, c'est évidemment très émouvant. C'est un film qui parfois prend vraiment aux tripes, mais au final, je trouve que c'est jamais vraiment bien traité, ou du moins traité avec la même justesse que tu peux avoir dans son aspect plus visuel. Et d'autant plus que c'est un film qui, je trouve, a parti pris assez intéressant, c'est d'être très sombre. C'est un film dans lequel il y a une sorte de pessimisme qui ressort sur quasiment tout le premier tiers, on va dire. À commencer déjà par la première scène d'action qui est terrifiante, j'ai pas d'autres mots. Et ensuite, du coup, tout ce décor de Japon, qui en vrai tient sur deux plateaux, hein, mais de Japon complètement dévasté, avec notamment l'incursion du personnage d'une actrice que j'aime beaucoup, hein, dont je vous avais déjà parlé dans L'Innocence de Korida, qui est Sakura Ando. Et puis, petit à petit, il y a cette évolution qui tend vers un optimisme avec la reconstruction du Japon, avec du coup l'évolution de ce personnage principal, mais qui va être remis à grande peine avec du coup Godzilla qui ressurgit de la mer et qui vient un petit peu rouvrir les plaies des traumatismes japonais. Et du coup, le film est toujours dans une sorte d'ambivalence entre quelque chose d'extrêmement salé, de très ouais, d'assez sombre, mine de rien. Et moi, le climax, je le trouve assez puissant à ce niveau parce que on a envie d'y croire, mais en même temps, c'est tellement désespéré et assumé comme désespéré que on se dit que c'est impossible. Mais je trouve que les pirouettes scénaristiques, si elles sont effectivement assez émouvantes, pas forcément irréalistes,
elle manque selon moi, enfin en fait, elles sont un peu de nulle part au final. Elles perdent un petit peu, enfin elles font perdre un petit peu toute la saveur plus, euh, plus rance, plus sombre du film, moi qui me plaisait beaucoup. Et qui fait que du coup Godzilla Minus One, c'est un film que je conseille énormément. Là j'ai parlé de son côté un peu psychologique, de son côté un peu plus mélodramatique, et je pense que tu vas pouvoir parler en bonne et due forme du côté plus spectaculaire, du côté plus blockbuster. Mais c'est un film que je vous conseille de voir, vraiment, ça met effectivement la patate, même en termes de mélo, hein, parce que là je pinaille, mais le film m'a quand même, je l'ai dit, vraiment ému et beaucoup touché à beaucoup de films qu'on peut voir encore aujourd'hui, même en dehors des États-Unis, hein, même un peu de partout. Mais c'est un film qui pour moi est un peu imparfait sur certains points, mais qui gagne vraiment à être vu dans de bonnes conditions. C'est un film vraiment de divertissement grand public qui assume à la fois son côté spectaculaire que son côté un peu plus... ouais, son côté fresque, vraiment émouvante, mélodramatique et du coup grand public. Voilà, du coup je te laisse rajouter deux trois mots, Urko. Godzilla Minus One, du coup, nouvelle itération japonaise, puisque bon, on va faire la distinction quand même entre les versions américaines et les versions japonaises, de Godzilla après Shin Godzilla. Shin Godzilla qui, pour le coup, tournait beaucoup plus autour de la farce politique, entre guillemets, que Hideaki Anno pouvait nous proposer. Ici, on se retrouve du coup face à un film beaucoup plus proche de ce dont on a de l'habitude avec Godzilla. Après, je dis ça, je suis absolument pas spécialiste en Godzilla, j'en ai peut-être vu 3, tu vois, sans compter les versions américaines. Bah ouais, pareil. Et, En fait. et peut-être deux, trois kaiju à côté, notamment je crois que c'était Gamera, le truc avec la tortue là, qui était complètement fucked up. Ils aiment bien les Godzilla reptiles, les Minus Japonais. One. De quoi? Ils aiment bien les reptiles, les Japonais. Oui et non. Mais donc oui, Godzilla Minus One, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique pour du Godzilla. On est face à une histoire du coup où Godzilla va à nouveau interpréter entre guillemets les traumatismes de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, comme tu l'as très bien dit, tu vois. On est sur un film qui sait prendre aux tripes. Je pense notamment, comme tu disais, sur la première apparition de Godzilla, qui est pleine de tension et qui installe extrêmement bien, je pense, toutes les thématiques et les questionnements, notamment du personnage principal. On est sur quelque chose de très mélo. Il y a ce truc vraiment d'essayer de un Japon qui est en proie à la misère complète, aux difficultés de reconstruction et de reconstruction à la fois matérielle et économique de la ville, de la ville Et en vrai, du je pays, dirais pardon. même politique, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a vraiment la sensation d'être abandonné, même le gouvernement, au final, est très peu cité. Et ça, je trouvais ça Oui, intéressant aussi. et à la limite, presque les Américains sont presque plus cités encore par justement tu sais, je crois que c'est le macartisme, c'est Oui. MacArthur, je crois, qui apparaît, qui est mentionné plusieurs fois dans le film, justement sur le fait qu'ils disent nous on est occupé avec les communistes, démerdez-vous. Après, c'est peut-être là où moi j'ai un petit problème politique entre guillemets avec le film. J'ai l'impression qu'il y a des gros relents de nationalisme derrière, très waouh, il faut se sacrifier pour le pays, etc. Même si c'est un petit peu désamorcé par la fin, mais dans ce cas-là, du coup, tu désamorces un petit peu le message nationaliste que tu mets en place pendant presque 2 heures. Ouais, et encore une fois, ça vient aussi Euh, un peu avec le côté où le film est à la fois assez pessimiste, en même temps, dans une sorte d'optimisme un peu comme tu peux avoir avec les Godzilla américains, en fait. Hein, ouais, c'est du Roland Emmerich, quoi. Oui et non, parce qu'à la limite, chez les Américains, tu vas avoir plus le truc de ah, on peut sauver le monde maintenant, tu vois. Là où dans Godzilla Minus One, t'as plus ce truc de ah, même si nous on s'est sacrifié, on fait ça pour la génération d'après, tu vois. Il y a un truc de ce sera pas pour maintenant le beau temps, mais pour après, tu vois. Ceci étant dit, oui, c'est un film ultra spectaculaire. Les attaques de Godzilla est montré d'une façon toujours comme ce qu'il est, à savoir un titan, tu vois. On n'arrive pas non plus au niveau de démence, entre guillemets, on pouvait avoir dans les quelques scènes de Shin Godzilla, qui sont beaucoup plus rares pour le coup, les scènes de destruction de Shin Godzilla, euh, mais qui arrivent presque à être aussi impactantes. Je pense à notamment toute la destruction de la ville, je crois que c'est Gizen. Ouais, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, c'était, pour donner le contexte, une des villes les plus reconstruites, une des plus, on va Une dire. des villes reconstruites les plus rapidement après la guerre. Ouais, voilà, un peu un des.
une des lumières vers en fait la fin du traumatisme de la guerre en fait. C'est ça qui est Ouais, intéressant, c'est que c'est tout un symbole en fait, que ce soit cette ville qui soit choisie par le metteur en mais scène. il y a vraiment tout ce truc vraiment de destruction. Pour le coup, même les CGI, faut vraiment. Enfin, c'est un peu pinaillé, il y en a deux, trois qui sont peut-être un peu dégueux, mais sinon ça passe absolument bien. On reprend une construction un petit peu du Godzilla qu'on pouvait avoir dans Shin Godzilla, tu sais, sur tout le truc avec la lumière bleue, le Atomic Breath bien brillant, tout ça, tu vois. Mm. Euh, c'est un film qui arrive constamment vraiment à construire sa tension autour des scènes d'action et autour de Godzilla et qui constamment te maintient en haleine. C'est vachement bien foutu, tu vois. Et voilà, je sais pas forcément trop quoi dire d'autre sur le film. Pour le coup, c'est Bah, un divertissement, c'est un super divertissement pour le coup, tu vois. Mais après, est-ce que c'est vraiment l'itération la plus intéressante de Godzilla? Je pense pas, pour le coup, que ce soit d'un côté fun ou d'un côté un peu réflexif, tu ouais, vois. parce que du coup, en fait, tout le côté, encore une fois, pessimiste, négatif, ou du moins positif, que j'arrête pas de rabâcher, au final, il a beaucoup plus à voir avec du cinéma catastrophe assez classique que la satire politique, que par exemple, c'était plus haut. Même Oui, tout le stratagème qui va être utilisé pour contrer Godzilla, au final, ça a plus ressort un peu d'entraide entre scientifiques, voilà, un peu voilà, d'amitié, bref, que quelque chose un peu plus. Enfin, ça n'a pas tant de sens par rapport au contexte, en fait, je trouve. Ou du moins, c'est pas ouais, voilà, forcément. globalement, que ça se passe à la Seconde Guerre mondiale ou que ça se passe dans les années 80, dans les années 2000 ou quoi, ça change pas tant que ça, tu vois. Là où À je part quoi, au pense que départ, au début, mais. Ouais. oui, voilà, à part pour vraiment te dire, bah tiens, on revient sur du Godzilla qui parle des traumatismes, tu vois, et pas forcément de traumatisme du nucléaire ou quelque chose comme ça, tu vois. Hmm. Là où Shin Godzilla, pour le coup, c'était vraiment de la satire politique en mode, bon, voilà, il y a Godzilla qui attaque, sauf que le gouvernement est absolument pas prêt et n'arrive pas à s'organiser suffisamment bien pour pouvoir contrer une attaque de Godzilla, tu vois. C'est toute la différence, là où là, c'est vraiment juste des hommes qui se disent, allez, on se serre les coudes et on y va, tu vois. C'est ça, voilà, mais bon. Pour le coup, comme tu l'as dit, c'est pas touche pipi en fait en termes de mise en scène et en termes de, d'action blockbuster. Et c'est pas forcément aussi pour dire qu'on est lassé par ce qui se passe actuellement aux États-Unis, parce que c'est plus une manière aussi de mettre en emphase la médiocrité du divertissement américain avec la qualité de ce qu'arrive à faire certains japonais. Et moi, Avec 3 fois moins de budget. pas trois fois moins, non, parce que je sais pas, par exemple, The Marvels ça a coûté plus de 200 millions et là ça a coûté 15 millions. Bon, bah voilà, je cherchais la différence. Mais en fait, mis à part ça, juste à part le fait de dire qu'effectivement le film réussit à bien mettre en scène ces scènes d'action, moi il y a deux choses aussi qui m'ont vraiment touché. Il y en a une qui a un rapport plus au fond du film et une autre plus à sa forme. Alors dans sa forme, c'est la musique du film qui là pour le coup joue à la fois une question un peu dommage parce qu'on retrouve beaucoup le thème original, pour pas dire mythique, emblématique de Godzilla, que des séquences beaucoup plus virevoltantes, très japonaises en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que même si, encore une fois, comme je l'ai dit, le côté mélo m'a pas forcément beaucoup plu dans son aspect esthétique, mais plus dans son côté émotionnel, voilà. Sur le moment, j'ai été pris, mais voilà, 2 semaines après, est-ce que le film me reste encore pour ça? Pas trop. Cependant, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un film vraiment japonais, fait par des japonais, avec une mentalité japonaise, quitte à avoir encore une fois ce côté un peu nationaliste que tu peux avoir dans beaucoup. Alors, pareil, bon, l'Asie est quand même connue, je pense, pour ce cinéma blockbuster assez. Qui, du coup, d'ailleurs, le fait qu'il se porte mal, qui parle avant tout à son pays, à ce régime, pour ce régime. Et c'est notamment ce qu'on peut voir avec la Chine. Moi, la Chine, c'est même 100 fois pire, enfin, mieux, ça dépend de comment on se situe. Mais moi, ça me dérange pas forcément parce que du coup, ça donne une identité en fait au long métrage. Et ça, c'est ce qui m'a particulièrement touché et qu'on retrouve notamment dans sa musique et dans son ton, dans son double ton, moi, qui m'a vraiment eu quand même. Et aussi là, où moi le film me prend beaucoup plus, et c'est dans son fond, c'est que c'est un film qui réussit, comme tu l'as dit, à certes être impressionnant, mais en restant toujours du prisme humain et surtout en restant vraiment de leur point de vue, en mettant en scène l'effondrement de l'humanité, en mettant en scène la mort de manière assez brutale, assez pas forcément choquante. Hein, D'ailleurs, le film est PG-13 aux États-Unis. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas Ouais, de. le
film n'est pas spécialement violent, mais il arrive à toujours te faire ressentir des impacts, à te faire sentir une sensation de destruction, quelque chose de un petit peu comme tu disais nihiliste, même si c'est peut-être un gros mot pour ce qui se passe dedans, tu Ah vois. bah je t'avouerai, la scène de destruction sur Gaza, j'étais pas bien, hein. Vraiment, Non, pas j'ai... Gaza, parce que Gaza n'a rien à voir avec tout ça. Putain, oui, oula, ah. Je suis fatigué, non, c'était quoi Afrique, la... Palestine, nonobstant. Putain. Parce que du coup, moi, la destruction de la ville, personnellement, elle me met vraiment très très mal à l'aise. Et notamment dans sa fin, le moment justement où il lance son attaque un peu nucléaire, avec, il y a un personnage Le qui, Atomic Breath. le Atomic Breath, ou Bread, voilà, pour les non-anglophones. Euh, il y a un personnage qui, plus ou moins, sacrifie. La manière dont c'est montré, franchement, c'est quasiment choquant. Enfin, moi, je trouve ça assez, pas forcément choquant dans le sens où enfin, je sais pas trop comment dire, mais ça fait mal au cœur, quoi. Et le film le fait avec beaucoup de brutalité, avec un vrai, avec quelque chose d'assez inattendu. Enfin, ouais, non, c'est ultra réussi, c'est Bah, vrai. après, Après, pour revenir un petit peu sur la séquence d'Atomic Breath, je, je suis obligé de la comparer avec celle de Shin Godzilla, qui était vraiment un petit peu pas le climax émotionnel du film, mais quand même une séquence extrêmement lourde, notamment quand tu vois un petit peu tout ce qui se passe avant, etc. Euh, Là, t'es vraiment dans quelque chose d'un peu plus classique, tu vois, là où certes va servir un petit peu aussi pour lancer un bon paquet d'émotions et qui amène sur les entre guillemets plot twist de fin que personnellement je trouve un petit peu claqué. Ça n'a pas le même impact que vraiment le sentiment de désespoir que tu pouvais avoir quand tu as cette séquence qui arrive dans Shin Godzilla, tu vois. Ouais, Où là, dans Godzilla Minus One, il s'en sert beaucoup plus en mode bah tiens, il faut une scène avec un Atomic Breath parce que Shin Godzilla en avait une et que en vrai c'est un élément, c'est un pouvoir entre guillemets de Godzilla qui est un petit peu canonique, donc il faut le mettre quelque part, tu vois. Après, ceci dit, je viens nuancer, certes, je défonce un petit peu cette séquence-là, tu vois, mais en même temps, le Atomic Breath est vraiment utilisé comme un pouvoir qu'il utilise de temps en temps, et il y a une véritable tension qui s'installe autour de ce pouvoir. Je pense notamment à tout le truc de bataille navale, je crois, où ouais, j'allais en tu vois, parler justement. Mais t'as peur. et tout, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on revient à l'os de Film Catastrophe. C'est un film qui fait peur. C'est. Ouais, tu sais jamais vraiment quand est-ce que ça va péter ou quand est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui va faire péter exactement, tu vois, et s'il va réussir à tout faire péter, tu vois. Hmm. Et justement, ouais, la séquence sur ce bateau, qui est la seconde scène d'action un peu du film, je vais pas trop spoiler ce qui se passe, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, on revient à ce côté un peu plus japonais, ou du moins pas forcément japonais, mais à qu'est-ce que le film veut faire, c'est avec 15 millions de dollars, bon, je sais pas, de yens, je sais plus trop c'est quoi la monnaie qui était utilisée en référence, mais avec le peu d'argent qu'ils ont fait, faire un film Les 15 d'action qui millions, aille les 15 millions, c'est des dollars, donc de pour dollars, le bon film. bah super. Bref, avec le peu d'argent qu'ils avaient, c'était de réussir à aller à créer un film d'action pour autant assez spectaculaire qui aille tutoyer à la fois du coup les films de la licence Godzilla et en même temps des films qui sortent aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ils resserrent l'action en fait, parce que ils n'ont pas besoin, à part pour cette séquence à Gaza, ah, j'en ai marre, à part pour cette séquence en ville, donc du coup, on revient à l'essence du kaiju de tout faire péter. Ici, vraiment, c'est une tension liée sur un bateau. Vraiment, tout est resserré sur cet espace. C'est limite un huis clos en fait. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que de bout en bout, on reste vraiment accroché à ces personnages. Et le film réussit à utiliser de l'attention, non pas, on va dire, en étant plus que ce qu'il peut être, mais en jouant avec les cartes qu'on a pu lui donner, avec les cartes qu'il a pu avoir. Et vraiment, ça m'a paru assez intelligent de sa part, et même vraiment. Ouais, non, le résultat est pour moi complètement réussi. C'est une putain de claque en termes d'action. Et cette scène, moi, personnellement, notamment grâce aussi à la musique, encore une fois, avec ouais, tous les codes un peu hollywoodiens de l'action finalement et du suspense, et bah ça arrive à créer des séquences moi que je trouve assez magistrales et qui pour moi méritent à elles seules le prix du ticket. Donc voilà, bravo la zone d'intérêt, bravo Comment ça, la Godzilla zone d'intérêt? Minus One. J'en ai marre. Voilà, c'était dommage que tu ne sois là que pour 2 semaines, mais bon, l'ATO est toujours chiante en termes de négociation. On a eu ça au moins. Et puis voilà, bah Ouais, pour le coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Godzilla japonais au cinéma, hein. oui,
Je ne saurais même pas vous dire quand la dernière fois, parce que moi déjà, comme je vous l'ai dit, je connais pas forcément trop la licence, et aussi parce qu'en fait, de toute façon, il y a quelques années encore, il y avait une omniprésence américaine par rapport au kaiju en fait. Notamment à cause du coup de films de Emmerich ou tout de même des récents films d'aventures de Gareth Edwards. Et, et de Alan Wingard en plus, Oui, pour Godzilla vs Kong. Et merde. Ah ouais, et entre les deux, il y en avait un autre, mais on s'en fout, je pense. Mais vraiment, on oui, s'en fout. voilà, ah voilà, c'est Netflix qui les a fait. Mais je crois que c'était des versions japonaises en plus. Mais du coup, voilà, bref, bah, malheureusement, vous pouvez pas trop voir Godzilla Minus One, mais quand même, voyez-le. C'est un film excellent pour ce que c'est, malgré du coup des tares un peu impardonnables selon moi. Et on va passer à un film qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'on l'a encore plus apprécié. Voilà. Ah là, Euh, tout le scope qui se rétrécit d'un coup. ah oui, là. Mais de toute façon, vous allez voir, on va atteindre des niveaux actuellement, c'est magnifique. Et l'émission ne fait que commencer. Avec le second film de cette émission, voilà, le film un petit peu coup de poing, on ne sait pas, peut-être, de ces trois films à voir, de ces trois incontournables du mois de janvier, peut-être. Un film qui a su faire parler à l'étranger, qui a mis du temps à venir, mais qui est actuellement enfin en salle, encore pour le moment, et qui se nomme Les Chambres Rouges. T'es-tu genre une mannequin full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche? Il y a pas tant de chance au poker. Moi, ça, c'est mon trip, là, les voir toutes perdre. T'es evil. Ben, c'est ça le jeu. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Les Chambres Rouges est le troisième film du Canadien Pascal Plante, après notamment son plutôt plébiscité Nadia Butterfly. Il part dans un registre complètement différent parce qu'après la natation synchronisée, on est parti sur les tueurs en série avec ce thriller racontant l'histoire de deux jeunes femmes se réveillant chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduira à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle qui pourrait permettre de définitivement confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ces meurtres. Avec les récompensés aux Iris du cinéma qui sont plus ou moins les Césars canadiens ou québécois, je sais jamais, qui du coup a vu récompenser ces deux comédiennes, à savoir Juliette Gariepi du meilleur espoir féminin et Laurie Babin qui joue Clémentine de meilleure actrice, je crois, dans un rôle secondaire. Urko, ce film est une énorme claque, une masterclass même, comme on a pu dire. Qu'en as-tu pensé? Comme disent les jeunes, exactement. Putain, les Chambres Rouges, quelle claque, sans déconner. Je savais assez peu de choses du film, j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai pas écouté la BO, j'ai juste vu l'affiche une fois, je crois, dans le métro. Qui est dégueulasse. Je savais pas, ouais, qui est franchement pas ouf, tu vois. Je savais juste que ESC l'avait sorti et quand ESC te dit, on vous sort un film d'horreur, tu te dis, ok, je vais pas forcément voir un chef-d'œuvre, mais je vais voir un film qui va être au moins extrêmement fun. Et là, c'est l'inverse. Bah là, on a eu l'inverse. Ouais, là, on a eu complètement l'inverse. C'est un film qui est absolument pas fun. C'est un extrêmement sérieux. C'est un film qui se prend au sérieux et qui a raison de le faire. C'est un. Ah, c'est. Ah, c'est vraiment une claque. 2024 commence incroyablement bien. C'est tellement dommage que le film soit distribué comme de la merde. Parce que putain, Les Chambres Rouges, c'est incroyable. Les Chambres Rouges, c'est cette espèce de thriller horrifique, tu vois, qui et en même temps très dramatique, qui va venir interroger, je pense, de façon extrêmement efficace tout ce que, les thématiques qu'il va aborder, à savoir notamment le true crime, le public du true crime, Internet et les vidéos extrêmement violentes, tu vois, qui ont pu tourner, je pense, pendant un moment sur 4chan pour les plus courageux En gros, d'entre vous qui écouteraient. En gros, les fans de Feldup. Ouais, et encore Feldup, tu vois, parce que Feldup, il a un minimum de couverture, on va dire, pas directement les vidéos violentes, etc. Là, on est vraiment pleinement dedans, et pourtant, le film, jamais, il y a peut-être un plan réellement gore dans le film, tu vois, et
ce plan, c'est même pas genre, il est même pas montré de façon à ce qu'il soit choquant, tu vois, c'est juste très vite fait en mode ah voilà, bah, C'est très froid. ok, c'est passé, tu vois. C'est de façon très évasive presque, tu vois. Les Chambres Rouges, c'est un film qui représente Internet d'une façon que je trouve tellement intelligente, tellement actuelle, tellement mature, qui va parler de ces sujets. Avec un sujet comme ça, tu peux très facilement tomber dans quelque chose de juste très vulgaire, très trash, en mode waouh, ça va se mettre à buter des gens, il va y avoir du sang partout, etc. Bah, tu C'est un fais film Unfriended. très intelligent. De quoi? Tu fais Unfriended. Ouais, bah encore, tu vois, Unfriended, tu vois, ils restent vraiment sur leur délire de ah, en fait, t'es dans une conversation Skype, tu vois. Là, c'est pas le cas, c'est quand même divisé entre les moments où Kelly Ann est dans son appart et les moments où elle est avec Clémentine au procès. C'est un film qui, dans sa mise en scène, va constamment être très élégant et très pudique, mais qui pour autant va constamment te mettre à mal, tu vois, qui va te plonger pleinement dans la psyché de ces personnages et qui va vraiment réfléchir justement à comment est-ce que tu peux construire les personnages de façon intelligente. J'ai un petit bémol à un moment sur un truc qui est présenté comme un plot twist, qui est à la fois présenté comme un plot twist, mais qui arrive trop tôt peut-être pour être un plot twist, mais qui va rajouter toute une couche ensuite de lecture et de réflexion vis-à-vis du sujet. Donc mentionné un peu plus tôt, tu vois, notamment le public du true crime et les vidéos ultra violentes. C'est un film qui a une musique absolument démente, je pense, et qui l'utilise de façon extrêmement intelligente. Je pense vraiment à la dernière séquence de procès, tu vois, le moment où le film part vraiment complètement en couille. Ouais. Et qui personnellement me rappelle beaucoup ce que pouvait faire une artiste comme Lingua Ignota avec je pense notamment à ce son, on en avait parlé, qui me faisait beaucoup penser à Butcher of the World de l'album Caligula. C'est un film qui, je sais pas, quand j'étais devant, bon, vous savez, ici on est très de Juliette Ducournau. Oui. C'est un film où je me dis, putain, Juliette Ducournau a déjà des disciples, des gens qui s'inspirent d'elle, qui vont utiliser des thématiques qui sont choquantes, qui sont compliquées, et qui va les traiter de façon très auteur, mais pas trop auteur prétentieuse, tu vois, qui reste quand même globalement relativement facile à comprendre. Je dis relativement parce que, bon, au vu des réceptions de Titan, j'ai l'impression que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Bah, beaucoup s'attendaient à autre chose en fait. Mais c'est un film assez. Je pense pas que Titan soit forcément le meilleur exemple parce que c'est un film qui est tellement. Enfin, je sais pas trop comment le dire sans spoiler, mais qui en fait te prend à revers. Et soit tu embarques dans le train, soit bah, t'es complètement laissé sur le bord de la Tu route. passes tout le film dehors, tu vois, et Ouais. c'est un peu dommage parce que pour le coup, tout le film ensuite va essayer de taper complètement entre déjà la construction de ces personnages, tu vois, où tu vas avoir le personnage de Clémentine qui apparaît comme complètement cinglé, tu vois, et ensuite le film se développe, et au contraire le personnage de Kellyanne qui fait un petit peu shady au début, mais où tu te dis, ah en fait, je comprends, tu vois, moi aussi je suis fasciné par ce genre d'histoire, tu vois, globalement c'est humain d'être fasciné par des histoires aussi horribles que ça. Je dis pas pour autant que c'est une bonne chose, tu vois. Et justement, le film va développer ça au maximum, tu vois. Et je le trouve super efficace là-dedans. J'ai l'impression d'avoir un peu tourné en rond quand même Non, dans le t'inquiète. flux, quelque chose de très circulaire. J'ai pas envie de spoiler parce que vraiment enfin, c'est pas une claque, mais c'est une surprise complète d'un film dont tu sors pas franchement indemne pour le coup, qui va te Oui. poser énormément de questions vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ta consommation d'internet, notamment si tu t'intéresses un petit peu à toute une partie entre guillemets sombre, tu vois, sans forcément que ce soit aussi sombre que dans le film. Bon, encore une fois, Même fais au le niveau dup. de Hein. encore une fois fait le dub, tu vois. Même au niveau de la représentation d'Internet, bon, je suis pas la personne la plus techno si vous connaîtrez, mais moi ça me semble très précis, très accurate, oui, précis en français, tu vois. C'est en tout cas très vraisemblable. À aucun moment on va venir te sortir un truc un petit peu SF. Pour moi, le truc le plus SF, qui sort un petit peu du côté technologique du film, n'a quasiment rien à voir avec le déroulement de l'intrigue, tu vois. C'est son espèce de Alexa à la con où elle est là en mode Oui. en fait je la branche sur un circuit interne, machin, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais en soi ça va pas venir directement perturber le déroulement, tu vois. Mm. C'est un film qui en même temps se permet d'être extrêmement esthétique, même si je pense que les nuits américaines du film sont un petit peu moches. Je sais pas ce que tu penses. Au début du film, notamment, tu sais, quand elle se réveille dans la rue et qu'elle va au truc. Et J'ai l'impression de voir des néons. Moi, pour moi, ça fait plus un peu fan de Nicolas Winding Refn avec des grosses lumières. Ouais. Bah, Bah, non, c'est c'est pas plus les sur les pas. nuits américaines. Bah, j'avais Vraiment, pas.
Bah justement, je m'étais pas rendu compte que c'était vraiment des nuits américaines. Pour moi, c'était plus justement des nuits un petit peu éclairées au néon. Mais ouais, enfin, c'est pas les scènes les plus intéressantes, plastiquement parlant du film, pour le coup. Oui, Effectivement. franchement, non, tu vois. Mais c'est vraiment du pinaillage. T'en as peut-être deux dans tout le film, et elles sont pas. C'est vraiment des plans de transition quasiment, tu vois. Ouais. Parce que sinon, bah. Ouais, non, je sais pas. T'as un peu tout dit en fait, parce que. Alors, pour les intéressés, j'ai écrit une très longue critique sur Sens Critique qui revient vraiment en détail sur ce que j'ai pensé du film et surtout ce pourquoi pour moi le film, plus que d'être bon, est assez magistral et que ce soit un troisième film d'un réalisateur dont. Alors, j'avais pas vu Nadia Butterfly parce que bah, j'avais eu la flemme, voilà. Et bah, apparemment, ça n'a vraiment rien à voir, autant dans la mise en scène que. Enfin, ça, ce n'est le côté portrait de femme en fait. Et bah, en fait, moi, ce qui me bouleverse en voyant La Chambre Rouge, c'est que je me dis, mais ce mec, il a fait 3 films, et non seulement il tient déjà son chef-d'œuvre, mais en plus, il tient un film qui me paraît en fait assez. Enfin, presque trop parfait, trop ambitieux pour un troisième film. Il y a tellement de choses qui devraient ne pas aller dans ce film, et notamment, t'as parlé du côté twist. C'est pas un film qui va vraiment vous surprendre en fait. Du moins, c'est pas un film qui va essayer d'avoir des grosses révélations. Ou je sais pas, par exemple, c'est pas un film où, comme dans un demi d'une chute, il y a vers la fin quelque chose qui sort un peu de nulle part, et encore, enfin, nulle part, c'est pas vraiment le mot, mais qui vient un peu chambouler tout le procès. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un film de procès. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un film qui va pas arrêter, plutôt que de faire des twists, de t'emmener vers des directions que tu penses être plus ou moins le nerf du film. Et notamment, bah, du coup, son procès. Le film, on l'a pas dit, mais commence. Le film commence par le procès. Ouais, surtout le film commence par Avec un 15 minutes de plan séquence de plan procès. séquence que, en plus, tu vois pas passer, qui est très sobre, qui va pas essayer de t'en mettre plein les yeux, mais qui, pour le coup, fonctionne particulièrement bien. Voilà. Et notamment en termes de procès, alors il y a 2 films auxquels j'ai pensé en voyant ce dernier. C'est tout d'abord Saint-Omer, parce que tu avais déjà ce côté extrêmement sobre, pour pas dire cru, du procès, avec des plans séquences, mais cette fois-ci fixes, où on était juste devant l'accusé qui parlait. Voilà, mais pour moi, alors Saint-Omer, j'en avais parlé dans le calendrier de l'Avent, c'est pour moi un très grand film. Et Les choses humaines d'Yvan Attal, dont je vous parlerai dans l'épisode 2 du podcast, hein. Vous n'êtes pas prêts. Mais du coup, Les choses humaines qui utilisait déjà le plan séquence du procès, mais c'est passé par quelque chose de beaucoup plus, on va dire, démonstratif. Disons que c'était une manière de passer d'un coup, pour citer le film, du noir au gris au blanc. Voilà, vous comprendrez en voyant le film. Là, dans les chambres rouges, en fait, c'est un peu un mélange des deux. C'est à la fois une manière, du coup, de passer, parce que le noir, le blanc, ouais, le blanc, c'est plus ou moins pour définir les minces, l'avocat et la défense. Euh, et donc on a un peu ça aussi dans les chambres rouges. On va plus ou moins nous présenter tout le processus du procès, tout le contexte juridique et plus ou moins social aussi. Qui est ce tueur? Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, de quoi il est accusé? Qu'est-ce qui pèse contre lui? Qu'est-ce qui au contraire peut être... Enfin, qu'est-ce qui peut jouer en sa faveur? Et en même temps, du coup, on a une vraie analyse sociale, comme dans Saint-Omer, en fait, pourquoi est-ce qu'il fascine tant. On commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il fascine tant. Et là, on pourrait penser que le film va être un film de procès, ou du moins va se concentrer sur le procès, sur la médiatisation du tueur. Et d'ailleurs, c'est partie des films de procès qui donnent alors pas forcément un jugement, mais bon, franchement, on est quasiment sur le jugement. Et pourtant, on ne voit pas le jugement. On est sorti du procès, comme tu as dit. Il y a une dernière scène dans la salle d'audience qui est terrifiante, et dont vous vous souviendrez, je pense, longtemps. Mais mis à part ça, en fait, le film, après sa scène de procès, il va partir sur autre chose. Il va partir en effet sur cette fois-ci 5 minutes d'enquête sur un ordinateur. Voilà, et pas en mode computer screening movie, donc comme je sais pas, une Friended où la caméra, c'est littéralement une capture d'écran. Non, non, c'est vraiment la caméra qui passe entre les deux écrans, la caméra qui fait des champs contre champs sur Kaylee Han. Et qui filme la fascination surtout. Oui, voilà. Et là où j'aime bien, c'est que, en fait, comme tu l'as dit, ça montre vraiment qu'est-ce que c'est, quel est le pouvoir aussi d'Internet par rapport à une question d'enquête, mais aussi par rapport à une question d'ambiguïté, parce que c'est extrêmement froid Internet. Ou du moins la manière dont c'est filmé. Il n'y a pas une voix off, il n'y a pas des explications, tu vois juste les personnages faire des recherches, et c'est toi qui mets ensuite
ses intentions. Que ce soit incompréhensible pour une personne qui n'a pas connaissance des codes d'internet. Hein. Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas forcément connaissance du film, et je pense que le revoir permettrait à beaucoup, je pense, de déjà se faire un avis sur le film, enfin du moins sur quelles sont les intentions du personnage, qui reste, je trouve, extrêmement ambigu, entre une fascination morbide, pour pas dire autodestructrice, et une sorte de soif d'enquête, qui je pense du coup serait plus lié, encore une fois, à quelque chose de, je sais pas, comme Feld Up, encore une fois. Ah, on l'aime beaucoup, hein, bisous, s'il nous écoute un jour. Mais en fait, ouais, je trouve le film à la fois extrêmement pertinent parce qu'il va traiter ces sujets de manière méticuleuse et avec un premier degré très froid, donc qui rend le film troublant du coup, parce que on suffoque, c'est assez, c'est un film très anxiogène, sans pour autant utiliser de la violence gratuite. Et en même temps, c'est un film qui, mine de rien, reste maîtrisé de bout en bout, qui, malgré qu'il se complique la tâche, malgré qu'il pourrait être assez simple, en fait, faire 1h30, voilà, un film carré, simple sur le procès, non, il essaie d'en rajouter encore et encore, et en fait, plus il en rajoute, plus le film devient, je dirais, complexe, mais en même temps, plus il devient passionnant, plus il devient dense, et moi, plus je le trouve incroyable. Et ça vient notamment avec ce personnage de Clémentine, donc, qui vient s'immiscer petit à petit dans le film, et qui est, je trouve, vraiment mais super émouvant. C'est peut-être le personnage le plus humain, ou du moins le plus attachant, je trouve, du film. Il y a notamment une scène, moi, que je trouve incroyable, où elle répond on va dire, que j'ai plus le nom, au TPMP des cathos. Non, des Québécois plutôt. Ils se définissent comme, je crois, catholiques ou un truc du genre. Mais bon, bref, c'est TPMP, grosso merdo. On a un personnage qui va défendre de manière assez concise, enfin pas forcément concise, mais en tout cas assez étayée et presque enfin pas forcément omnisciente, mais du moins assez claire. On n'est pas forcément sur la folle qui débite des insanités ou quoi, des questionnements autour, enfin ou du moins une défense autour de la présomption d'innocence, qui est, qu'on se dise, quelque chose d'extrêmement important, mais qui le fait déjà dans un but assez ciblé, parce que c'est un personnage, c'est sûrement parmi ces deux groupies, le personnage le plus clairement fasciné et, pour ne pas dire, amoureux du tueur. Et en même temps, le problème, c'est que du coup, certes, elle fait quelque chose d'assez bien, c'est-à-dire dire à ces cons qui veulent juste faire du sensationnalisme, voire du populisme, parce qu'ils se mettent du côté du peuple, des gens qui sont un peu réactionnaires, dans se dire, oh là, il est dégueulasse ce mec, c'est forcément lui, quelle horreur. Mais en fait, faire ça sur ce genre de personnage, enfin, je sais pas, c'est comme si je commençais à parler du coup de présomption d'innocence en vous parlant de Pardieu. C'est ok, d'accord, mais bon, les faits sont quand même assez sont quand même assez rédhibitoires, quoi. C'est clairement contre lui, quoi. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que du coup, le personnage devient ambigu, parce que c'est à la fois un personnage qui est bien loin d'être la petite folle, je sais pas, tu vois, un petit peu comme dans les clichés de slasher, tu sais, le personnage un peu emo, gothique, trop dark et tout, qui parle, je sais pas, qui veut devenir sataniste, enfin bref, tu vois le cliché un peu vraiment de l'internaute, en fait, un peu de 4chan. Mais en même temps, c'est un personnage qui est juste détruit mentalement, en fait, qui pour pas dire, j'ai même envie de dire, qui est un petit peu qui a été manipulé. Je pense que juste rebondir un petit peu sur le délire de 4chan. Le film va pas glisser non plus dans un espèce de cynisme dégueulasse que 4chan peut avoir, très clairement. Il va pas descendre dans quelque chose de complètement déshumanisant, au contraire, il reste complètement humain d'un bout à l'autre. Oui, voilà, c'est ça, c'est super intéressant. Et du coup, et c'est notamment aussi la différence avec le film qui arrive après, et du coup, on peut être vraiment en fait, moi j'avais une vraie empathie envers les personnages, et c'est là aussi où venait à la fois la fascination par rapport à leur parcours, au côté psychologique du film, et aussi en fait à tout l'aspect disons plus pervers, avoir des personnages qu'on comprend, qu'on apprécie, faire des actes ou du moins avoir un sorte de ressenti assez dérangeant, quoi. Et notamment, moi, une scène que j'aime beaucoup où t'as l'impression où Kylian se sent filmé et toute la caméra va pas arrêter d'essayer de traquer le moindre regard, va rester vraiment, parce que la caméra on n'a pas encore parlé de la mise en scène qui est incroyable. La mise en scène est déjà assez, on va dire, stylisée, ou du moins est assez est plutôt voyante. C'est pas une mise en scène extrêmement sobre, mais par contre là on est vraiment dans une mise en scène qui est presque thématique, en fait. C'est vraiment ce sentiment d'être surveillé, ce sentiment d'être traqué qui est mis à profit, moi je trouve, d'une manière incroyable.
Et ça renforce à la fois mon empathie envers ce personnage, mais en même temps, ça vient créer quelque chose d'extrêmement troublant parce que c'est fait pour me mettre mal à l'aise. Et le film, il y a cette patte gore, mais il est interdit au moins de 12 ans, et tant mieux parce que c'est un film, moi, qui m'a mis dans des états, mais pas possible. Mais vraiment, c'est un film qui m'a foutu une sorte de mal au cœur, De mal-être. de mal-être, quoi, de malaise. C'est un film grave en fait. Et pourtant, c'est un film incroyable et grandiose. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur le. Enfin, je laisse un peu rebondir, notamment sur la mise en scène, parce qu'on n'a pas parlé. On a parlé juste du côté plan séquence, mais par exemple, sur. Moi, une scène que je trouve incroyable. Toutes les scènes de vidéo où tu ne vois jamais ce que les personnages regardent, à la limite tu l'entends. Tiens, on commence déjà à construire une pipeline dans le film d'après. Ouais. Mais notamment, il y a une scène moi, de Home Invasion que je trouve incroyable, notamment pour un truc. C'est que il y a quelque chose que je trouve assez marrant avec le film. En fait, pendant quasiment tout le long métrage, notamment parce qu'on suit des groupies, le personnage de Sal Killer, de démon de Rosemont, est qualifié de victime. En revanche, les personnages, du coup, le personnage de Kellyanne se comporte littéralement comme une antagoniste en fait. Il y a une scène, alors pas forcément Home Invasion, c'était pas forcément le mot, mais où elle va rentrer dans une maison de manière pas vraiment légale et s'introduire. Alors, il se passe pas grand chose, on va dire, de vraiment nerveux, furieux, voire même, ouais, si on était du Randall, on pourrait dire, ah, cette scène on la coupe, parce que le scénario, ça sert à rien pour le scénario, tu vois, c'est pas une scène qui va servir. Et pourtant, elle vient complexifier le personnage, elle vient à la fois donner raison à son côté obsession morbide et au contraire enquêtrice, et elle crée un moment de tension sourde, moi, que je trouve assez fulgurant. Et moi, c'est un film, c'est vraiment incroyable. Et les scènes de procès, waouh. Notamment, du coup, le passage où ça part vraiment en couille, où là où t'avais une mise en scène extrêmement froide, notamment, j'avais un pote qui disait, ouais, on dirait le nouveau Denis Villeneuve. D'ailleurs, Non. je sais pas, bon, au-delà du fait qu'il est canadien, mais on a ce côté très millimétré, ou du moins Fincher, tu vois, Fincher qui, bon, c'est un peu perdu avec. Fincher, oui. Mais Fincher, Villeneuve. oui, dans ce côté ultra réaliste, t'es pas perfectionniste non plus à la Fincher, en mode on va filmer quasiment les doigts qui appuient sur le clavier, tu vois, mais oui, il y a ce truc à la fois de froideur et d'horreur du quotidien, tu vois. Ouais, après Villeneuve, bon, on l'oublie parce que maintenant c'est le réal de Blade Runner, de Dune, mais il avait quand même commencé sa filmographie avec Polytechnique, avec Prisoners, avec aussi Enemy, qui est un film vraiment, si vous voulez voir un film qui vous obsède, n'hésitez pas, ça dure 1h20. Même Sicario, hein, qui est peut-être le plus accessible. Ouais, j'ai aucun souvenir de Sicario. Vraiment, le film est passé au-dessus, mais ouais. Non, franchement, remettre-le, hein, parce que ça reste, je pense, très intéressant, pareil, toujours sur cette espèce de zone grise de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et de questionnement vis-à-vis de l'utilisation de la violence, et notamment surtout étatique. Mm. Mais ouais, non, pour moi, pour finir, parce que en vrai, j'ai peur d'être un peu brouillon, à part dire que les deux actrices, et même non, les trois acteurs, parce que certes, le démon de Rosemont ne dit pas un mot du film, et pourtant, je vous jure que son rôle, déjà, bon, il fallait le tenir pour pas tomber dans une sorte un petit peu de caricature. Rester dans ce côté à la fois très premier degré, et en même temps pas non plus débile ou ridicule, en fait, que tu peux avoir chez certains films, des films qui se prennent du coup trop au sérieux et qui deviendraient un peu nanardesques. T'as un acteur qui est juste dément, qui réussit à être incroyablement charismatique. T'arrives même limite un peu à comprendre la fascination qu'il peut exercer sur ses groupies. Et non, il y a un duel de regard à un moment. Putain de merde. Bravo. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. La dernière scène de procès, hein. Ah ouais, non, mais là. Ouais. C'est un film qui m'a mis les nerfs à vif. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en sortant du film, tu vois, un peu là où Godzilla, au final, même si on en a pas mal parlé, parce que c'est un film qui est intéressant à décortiquer, c'est pas un film que je vais retenir, on va dire, pour son. Du moins en priorité pour son fond, par rapport à ce qu'il raconte du Japon, et plus en premier degré par rapport à son action extrêmement réussie. Même si, comme on l'a vu, on peut quand même parler de ça. Là, Les Chambres Rouges, c'est un film. La première chose que je me dis en y repensant, c'est putain, on est au début de l'année. J'ai déjà un film qui peut dépasser limite le top 2 de l'année dernière.
et du moins pour moi, et un film qui réussit à être extrêmement riche dans son fond, à être en totale cohésion avec la forme, à être teinté d'ambition, pas forcément technique, mais du moins de thèmes, thématiques. C'est un film ultra précis, extrêmement méticuleux, riche, mais vraiment très 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 riche. Encore une fois, j'ai pas écrit une critique de 5 pages pour rien. C'est un film qui te met dans des situations extrêmement confortables, mais qui en même temps te fait moi j'aime beaucoup ça en fait, parce que c'est un film qui te fait sentir vivant, c'est un film qui te provoque des émotions palpables, vraiment fortes. C'est un film qui met les nerfs à vif, c'est un film qui te met dans des situations inconfortables, mais de manière extrêmement précise et réussie. Non, je commence pas à m'embrouiller. Pour moi, Pascal Plante, je m'arrêterai là, c'est un metteur en scène à surveiller d'extrêmement près parce qu'il vient de prouver qu'en 3 films, il est capable d'accoucher d'un chef-d'œuvre, d'un film qui, s'il avait été un peu plus comme. Mature. Ouais, très mature. C'est ça, voilà. Et pour moi, il fait partie des nouveaux grands metteurs en scène. Voilà, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Oui, pour les 3 personnes du fond qui trouvent que c'est marrant d'avoir un film avec un accent québécois, vous n'allez pas trop vous marrer là. Ouais. Ouais, c'est. Non, là, effectivement. En vrai, le pire, c'est que. Ouais, non, là, vous allez pas vous marrer. Et du coup, oui, surtout la BO du film. T'as cité le morceau, du coup, un peu iconique. Et que d'ailleurs, vous avez entendu dans la bande-annonce. Mais sinon, ouais, non, la BO est magnifique. Voilà, pareil, on a à la fois ce côté un petit peu, un peu nerveux, ou du moins assez. Assez anxiogène. La BO, c'est du clavecin qui est utilisé, donc du coup, tu retrouves un petit peu une sorte de mélodie que tu pourrais avoir au piano qui serait beaucoup plus douce, mais qui au final, au clavecin, donne quelque chose de beaucoup plus glaçant, de beaucoup plus froid en fait. Et je veux pas dire ça en mode cliché, le Québec ils sont toujours sous 30 cm de neige à moins 15 degrés, tu vois. Non, c'est vraiment froid en mode vraiment tu te sens pas bien quoi. C'est ça. Bon, je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire des pertinents sur le film. On passe au dernier, au plus. Au plus gros morceau, on va dire. Voilà, au plus gros morceau. Un film qui, comme je l'ai dit plus tôt, a reçu le Grand Prix à Cannes. D'ailleurs, dernier prix cannois de l'année à sortir en salle, si j'ai pas de bêtises. Du coup, joie, peut-être, parce qu'il s'agit sûrement du meilleur en plus, peut-être. Et un film qui a su faire parler, un film qui va, je pense, faire parler nos cœurs, nos esprits encore longtemps après la séance. Un film qui, qui a su se faire attendre aussi, et qui se nomme La Zone d'intérêt. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Nouveau film de Jonathan Glazer, réalisateur pas forcément très prolifique mais extrêmement apprécié, notamment réalisateur de Sexy Beast, Birth ou encore. C'était quoi ? Colskin. Alors, je t'ai entendu t'agiter. Je crois qu'il est quand même assez actif niveau court-métrage. Mais. Il fait énormément de clips. Oui, notamment pour Radiohead. Il a fait Virtual Insanity de Jamiroquai. Il a fait quelques courts-métrages à côté, comme Strasbourg 15-18, que j'avoue j'ai pas vu. Et The Fall qui était très intéressant. Et il a notamment, je crois, fait des clips de Radiohead, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc voilà, un charmant monsieur qui a reçu le Grand Prix pour ce film ô combien particulier. Alors, pour ceux qui... je vais commencer parce que dans la diégèse du podcast, faut savoir que là actuellement, je sors du film. C'est-à-dire que je l'ai vu, je suis rentré chez moi, on enregistre. Et comment dire ? C'est dur, c'est dur parce que La Zone d'intérêt, comme il est traduit en France, avec Christian Friedel et surtout Sandra Hüller, comme nous avons vu dans Anatomy d'une chute, et qui parle du coup son germain natal. C'est un film particulier, ce serait, je pense, pas forcément le mot. Disons que c'est un ovni. Disons que c'est un film monde. Disons que c'est un film qui
où la limite entre le petit malin et le génie est jamais très loin. Voilà. En mot commençant, c'est un film d'auteur. Auteur avec un grand A. Oui, et je pense que c'est bien. Voilà. La zone d'intérêt, comment dire c'est adapté d'un bouquin que j'ai pas lu, mais la note d'intention elle est simple et je trouve que l'affiche la résume assez bien. Nous montrer du coup la vie bien idyllique voilà, de cette famille un peu bourgeoise voilà, qui a une belle maison avec un très très beau jardin. Un très très beau jardin que Hedwig bah, du coup passe son temps à choyer, voilà, des enfants qui s'amusent, une petite piscine aussi, et puis bah, à côté il y a les camps, mais les camps on les voit pas. Voilà, tout est alors, On parle quand même du plus gros camp, du camp le plus meurtrier de l'histoire. oui, donc qui est celui d'Auschwitz. Bon, j'espère que ça passe le sillage de YouTube, mais bref, le camp de la mort, le camp qui du coup, bah, comme sur la fiche par exemple, est censuré. Voilà, pas par du noir, parce que pourquoi pas après tout. Et bah comment dire je sais pas comment vendre ce film en fait. Je sais pas comment on a pu vendre ce film. Je sais pas comment on a pu réaliser ce film. Même après 10 ans de gestation, je sais pas comment c'est possible. Et je sais pas quoi vous dire en fait, à part que je saurais pas vous donner le mood dans lequel j'étais, qui était une sorte de mélange un petit peu de désappointement et d'euphorie intense, parce que je me disais putain, je vois une œuvre extrêmement enfin cinématographiquement extrêmement forte, extrêmement je sais pas trop comment dire sans être un peu pompeux, juste bah en même temps le film, je sais pas si pompeux c'est le mot, enfin un film ouais comme on ne voit pas tous les jours, un film qui vient nous prendre aux tripes mais qui en même temps et en fait c'était ça aussi qui m'a un petit peu déstabilisé, contrairement aux Chambres Rouges, un film qui prend aux tripes mais qui le fait de manière silencieuse, parce que c'est aussi un film où on va suivre des personnages dont on va dire le caractère d'ambiguïté est plus ou moins palpable. Voilà, on parle d'un père de famille. Comment ça, ambiguïté? Enfin, je sais pas, bah, on suit un père de famille, une mère de famille, voilà, qui s'efforce de faire vivre leurs enfants, voilà, parfois ils vont au lac, ils font du pique-nique. De s'y divertir, C'est ça, voilà. Le problème, c'est que c'est le dirigeant des camps de la mort. Enfin, je sais pas, mais évidemment, si jamais tu me présentes ça comme ça, si je te dis, ah regardez, lui c'est Rudolf Haus, c'était lui le PDG d'Auschwitz, bah je te dis, super, mais bah qu'il se faire foutre. Mais le film te le présente comme un mec sympa, comme même j'ai envie de dire un mec banal. Parce que la zone d'intérêt, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un film qui parle de la banalité du mal, notamment théorisé par Hannah Arendt. Et il me semble que d'ailleurs dans le film est cité à un moment Eichmann, voilà, Eichmann qui est lui aussi PDG, enfin vraiment ils sont vraiment présentés comme des PDG, hein, je ne déconne pas. Lui aussi, voilà, comme d'autres, hein, avec des noms plus ou moins imprononçables, parce qu'on est en Allemagne, enfin du moins on est en Pologne, mais on est avec des Allemands ici. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un film qui est esthétiquement absolument bluffant. Je vais citer du coup ce qu'avait l'une des non-inventions du metteur en scène. C'était et ça vient un petit peu avec mon propos sur la froideur, c'était d'avoir une mise en scène qui se rapproche de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a très très peu. C'est-à-dire que même quand on est en mouvement, la caméra va toujours être très lisse, du moins très froide, très. Enfin, c'est vraiment des travelling, notamment, qui sont bah, en fait extrêmement propres. Il y a rien qui dépasse, c'est magistral, techniquement parlant. Et ce, avec une photographie qui est extrêmement clean. C'est-à-dire que c'est un peu la même photographie finalement que ce qu'on peut avoir dans, je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est-à-dire qu'on voit tout. Sauf que là, bon, bah, c'est utilisé à propos, à profit. C'est-à-dire que bah, on voit la vie de famille et tout, voilà. Mais en tant que spectateur, en tant que personnage omniscient du film, on voit aussi l'à côté. Ce qu'on essaie de nous cacher, mais ce qui n'est pas possible de cacher en fait. Un peu ce secret qu'on essaie de garder, mais alors qu'il n'en est pas un. À savoir bah, qu'on est face à des individus profondément ignobles, mais qui agissent comme s'ils étaient des gens banals. Ou du moins qui sont des gens banals en fait. Et le film, là où Les Chambres Rouges m'a vraiment pris aux tripes, de manière un peu simple, parce que bah, c'est un film très, encore une fois, qui développe une empathie envers ce personnage. Là,
Bah en fait, à part vous dire qu'on a là du coup une vie de famille, et même si le film a plus ou moins développé le personnage du père qu'on sent pas forcément dépassé, mais juste un peu là de la situation, là où Sandra Hüller est clairement une bourgeoise qui jouit, pas forcément du malheur des autres, mais du moins de la situation de son mari. Et le décalage qui se crée d'ailleurs avec bah, du coup le contexte un peu géographique est parfois limite hilarant, je trouve. Enfin, hilarant dans le sens rire jaune, hein. Le film pas drôle du tout, c'est un film très. Ouais, très grave. Mais du coup, en fait, c'est là où le film. J'ai un peu du mal à en parler parce que je dirais pas que je suis resté sur le bas-côté, mais j'ai pas ressenti grand chose à part juste. Pas de la fascination, mais d'état un peu hypnotique. Voilà, à juste voir se dérouler la vie de cette famille sans me dire ah putain, le temps il est long, ou ah putain, je suis un peu déçu, mais plutôt ok, je vois, d'accord, mais qu'est-ce que je dois en retenir, qu'est-ce que je dois penser à la fois en termes d'esthétique que en termes juste je sais pas, de ressenti purement humain. Et du coup, je ne saurais pas vous répondre en fait. Qu'est-ce que j'ai pensé? Je ne saurais pas être aussi exhaustive aussi. Alors, je dis pas que je suis bon non plus, un critique extrêmement voilà très pertinent, mais je ne saurais pas être dire plus que je sais pas. J'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Et en même temps, c'est pour ça que je pense que La Zone d'intérêt c'est un très grand film parce que ce genre de ressenti, ce genre de position d'inconfort ou du moins de position un peu pas forcément ambiguë, mais qu'est-ce que tu disais? Un confort, c'est le bon terme, non? Bah ouais, mais pas forcément d'inconfort parce que en même temps, je ne me sentais pas non plus, je sais pas, bousculé, tu vois, je ne me sentais pas vraiment en mal-être profond comme devant les Chambres Rouges. Juste, j'avais l'impression de voir un film qui me questionnait, d'avoir un film qui n'arrêtait pas un peu de jouer un peu avec moi, mais pas forcément avec mes nerfs comme dans les Chambres Rouges, mais plus avec ma morale, avec mes, bah en fait aussi avec le fait qu'on sait, nous, encore une fois, avec mon omniscience en quelque sorte. Et ça c'est quelque chose de tellement particulier qu'on voit tellement peu de fois que vraiment c'est un film qui m'a pris un peu au trip et je me dis que du coup il faudra peut-être que je le revoie. Je pense sincèrement que je vais aller le revoir, The Zone of Interest, la zone d'intérêt, parce que au-delà des qualités formelles et notamment de cette intro qui pareil est vraiment entre le pétage de câble d'un enfant de 6 ans immature et Dieu. Je saurais pas trop vous dire, il n'y a, pas de juste milieu. C'est à la fois magistral en termes d'idées et en même temps vraiment le mec est pas loin du caprice. Je sais pas, mais fallait l'oser en tout cas celle-là. Voilà, fallait l'oser. Et je trouve que c'est un truc très fort qui me reste encore actuellement en moi, qui me donne envie de revoir le film, de revivre ça. Pas forcément de revoir, mais de revivre. Et du coup, bah, je peux que vous conseiller de voir le film. Et je vais laisser Urko, parce que Urko, tu l'as vu il y a un peu plus de temps que ça, bah, dire ce que tu en as pensé un peu plus à froid. Mais moi, en tant que tel, je pense que le film il va m'obséder. Je pense qu'il va faire partie, qu'il va monter de plus en plus dans mon estime. Je pense qu'il va vraiment faire partie de mes coups de cœur de l'année. Mais en ce qui me concerne pour l'instant, je suis pas sûr de ce que j'en ai pensé. Mais je pense qu'on en reparlera encore très certainement, pas seulement à la fin de l'année dans nos tops, mais bah, à la fin de la décennie, dans plusieurs décennies même. Parce que c'est un film qui, pas forcément révolutionnaire, mais qui est clairement une petite révolution esthétique en fait. Pas révolutionnaire comme ça dans le sens technique, il n'y a pas des trucs, je sais pas, qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Mais la manière de le faire, c'est tellement inédit que bah, ça m'en bouche un coin. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, plus à froid, de ce morceau gigantesque? Bah, je pense que tu as posé quand même les bons mots là-dessus, parce que notamment t'en sors, et je pense que ce serait le ressenti d'énormément de gens en sortant du film, à savoir qu'est-ce que je viens de voir, et je vais probablement le revoir, enfin, pas moi personne, peut-être que si quand même dans quelques semaines, quelques mois. Mais juste, je tiens à préciser, c'est pas un qu'est-ce que j'ai vu en mode wow, j'ai vu un film trop what the fuck qui m'a retourné le cerveau, c'est vraiment qu'est-ce que je viens de voir en termes de cinéma, qu'est-ce que ce film a réussi à créer en fait. D'à la fois anti-climatique, mais en même temps d'extrêmement obsédant, hypnotique. Ouais, bah, la zone d'intérêt, du coup, bon, retour de Jonathan Glazer, presque 10 ans, je crois. Ouais, Après, 10 ans. quand même, Under the Skin, tu vois. Et tu retrouves un petit peu bah, ce côté très clivant que tu peux avoir avec Under the Skin, très expérimental. Gros mot, encore une fois, c'est pas tant expérimental que ça. Le procédé est, le procédé est relativement simple, compréhensible. L'histoire et ce que Jonathan Glazer essaye de te raconter, essaye de dire vraiment dans cette dimension auteur, c'est pour le coup
c'est pas le degré zéro, mais ça t'est donné très directement, tu vois, vis-à-vis de cette banalité du mal. C'est un film qui a un sound design absolument incroyable. C'est tout le procédé du film, en fait, la distanciation, la distanciation entre le son et l'image. Tu vois, pendant tout le film où tu vas entendre des trucs horribles qui se passent à côté sans jamais voir ce qui se passe, à aucun moment tu tombes dans un espèce de voyeurisme un peu misérabiliste que tu pourrais éventuellement avoir avec un sujet pareil, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas un seul plan dans l'écran de tout le film, ou alors s'il y en a un, mais tu vois pas le camp. Oui, c'est le gros plan sur Rudolph. Ouais, sur Rudolph. Oh, il est incroyable celui-là. En contre-plongée avec un drapeau derrière. Oh là là. T'as vraiment un film qui va venir te poser, toi, directement, en tant que spectateur, la question de la banalité du mal et de ce que tu vas laisser passer, parce que, au final, c'est un peu loin, tu vois, c'est un peu déconnecté. Je pense en plus que c'est un film qui tombe incroyablement bien en termes de timing, même si c'est peut-être un petit peu nauséabond et touchy de dire ça, tu vois. Mais avec ce qui se passe sur la situation actuellement entre Israël et la Palestine, on décide de un petit peu fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas, alors que globalement c'est un génocide aussi. Oui. T'es devant un film extrêmement intelligent qui va clairement te poser des questions et ne pas te donner les réponses. Et c'est à toi d'aller les chercher, d'aller réfléchir un petit peu sur ta conception du cinéma, du monde et du bien et du mal, tu vois. T'as notamment en plus avec cette séquence à la fin où tu vois le camp tel qu'il est devenu aujourd'hui, et encore, je reviens à ce truc où on évite de tomber dans un espèce de voyeurisme un peu misérabiliste. Une des salles les plus marquantes, entre guillemets, du musée, c'est devenu un musée aujourd'hui, qui est en gros une pièce où tu vois tous les cheveux qui ont été rasés et qui n'ont pas été envoyés, qui sont entreposés dans un endroit, tu vois. Cette salle, tu la vois pas dans le film. Et pour l'avoir vu en vrai, c'est une des salles les plus déprimantes, les plus violentes que j'ai dû voir de ma vie, tu vois. Et il évite, mais il te montre quand même tout le reste, tu vois. Il arrive à te faire comprendre tout ça sans être trop américain, entre guillemets, tu vois. Ouais, ça va être trop démonstratif, en restant anticlimatique en fait. Oui, c'est complètement anticlimatique, tu vois, pendant tout le film, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a un moment, il va peut-être essayer de se trahir, machin. Il tient son truc constamment. Ce sera beaucoup moins clivant, je pense, là-dessus que, par exemple, Under the Skin, où globalement, tu peux te poser encore la question de c'était quoi ce bordel, tu vois. Là, tu te poses pas forcément cette question. Tu es vraiment dedans, tu te sens mal. T'as ce truc en même temps où tu vas essayer de t'attacher au personnage, parce que sinon, tu vas un peu glisser sur le film, tu vois. Tu vas essayer de t'attacher au personnage, mais en même temps, tu vas avoir cette distanciation de par tes connaissances historiques, de par de ce que tu entends, même tout simplement. Tu as 2-3 trucs, tu as 2-3 séquences qui viennent un petit peu casser justement tout le truc. Donc, cette séquence où tu vois du coup Auschwitz tel que c'est aujourd'hui, et toutes les séquences un peu expérimentales, entre guillemets, tu sais, avec les couleurs. Même l'intro en fait. L'intro, moi je trouve, est ultra expérimentale. Tu demandes juste ce qui se passe et c'est vraiment le film te dit bienvenue dans l'étape finale de la noirceur, tu vois, de la dépression, de la déshumanisation la plus totale, tu vois. Et c'est là où je pense que t'as bien fait, je pense, de parler de PDG entre guillemets de Auschwitz, et où je pense que le film a un propos encore plus fort que juste un devoir de mémoire. T'as ce questionnement avec les personnages vis-à- est de l'embourgeoisement, de la bourgeoisie en général et de la déshumanisation que ça va amener, je pense, notamment avec le personnage de Sandra Hüller, qui est juste une bourgeoise qui méprise toutes les personnes qui sont un petit peu plus bas qu'elle dans l'échelle entre guillemets sociale. Tu regardes comment elle traite les gens de la ville d'à côté, justement la ville d'Auschwitz, qu'elle traite comme de la merde, tu vois, qu'elle traite comme des esclaves, alors que c'est pas les juifs qui sont en train de gazer juste à côté, tu vois. T'as l'autre justement le patron de Auschwitz qui devient complètement zinzin, qui oublie complètement toute notion d'humanité, même chez ses alliés, tu vois. T'as vraiment un film qui va constamment te mettre mal à l'aise, vraiment cette situation d'inconfort encore plus extrême que dans les chambres rouges, déjà parce qu'on a un sujet encore plus extrême quand même. C'est vraiment, je pense, un des films les plus intéressants qu'on a cette année, et l'année vient de démarrer, tu vois. Et encore, tu n'as pas vu La Bête, toi, non? Mercredi, peut-être. Ah, il l'a dit, mercredi, ok.
De toute façon, on va devoir en parler dans 2 semaines. Ouais, mais peut-être que j'en parlerai tout seul. Mais sinon, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs, avec l'intro, en vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais je me demande s'il n'y a pas aussi, au-delà du côté de nos noirceur, une question sur la censure. Sur justement cette famille qui essaie de censurer, qui ne parle quasiment d'ailleurs jamais, en fait, des camps. Avec le noir, en fait. Le noir qui représente un petit peu, tu sais, un peu comme sur l'affiche, en fait. C'est cette bande noire qui vient cacher l'horreur, cacher le mal, et avec cette musique ultra sombre, extrêmement, pourtant moi je trouve magnifique plastiquement parlant, mais extrêmement sombre si on est premier degré, qui du coup est caché ensuite par la joliesse, les oiseaux, voilà, les petites feuilles, le pique-nique. La petite serre avec les petites fleurs qui sont bien entretenues. Voilà. Mais du coup, ouais, moi personnellement, après, comme je te l'ai dit, je sais pas quoi penser du film. Et je pense que je vais y réfléchir encore beaucoup. Par contre, là où je suis plus ou moins sûr, c'est que, au-delà du fait que le côté empathique, anticlimatique est un choix esthétique qu'il faut assumer, qu'il faut suivre, et qui va laisser sur le carreau des gens. C'est indéniable. Maintenant, j'avoue que je suis quand même un peu moins, ou du moins après là, je parle vraiment en premier, à chaud. Mais je suis quand même un peu moins réceptif que sur la Chambre Rouge. Et du coup, la bête, dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais même s'il a rien à voir. En même temps, le film ne te demande pas d'être empathique avec ce personnage. Ouais, mais du moins, tu vois, au-delà du côté fascination, je me disais, ok, c'est vraiment chouette ce que je vois, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Chouette, je sais pas si c'est franchement le terme. Ouais, enfin, ou du moins, tu vois, j'ai l'impression d'être peut-être quand même un petit peu trop en dehors du film, pas forcément immergé dans le film, et du coup, le sentiment de malaise, parfois, j'essaie un petit peu de me forcer à le ressentir. J'arrivais pas à vraiment le vivre pleinement, et je trouvais que du coup, le film était pas forcément raté à ce niveau, mais je sais pas, c'était de moi, encore une fois, c'était de moi qui n'ai pas forcément pris le film comme ce qu'il aurait dû être, qui a peut-être été trop désarçonné par proposition, et je pense qu'un revisionnage, du coup, en bonne et due forme, sera du coup me donner une seconde lecture du film. Mais franchement, je t'avouerais que le film n'a pas forcément. Je sais pas, du coup, encore une fois, si je vais vraiment retenir le film pour ce qu'il a dans tout ce qu'on vient de dire, là, dans ses qualités, on va dire un peu plus du fond, que vraiment la forme, que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et qui fait que pour moi, le film serait peut-être moins intéressant à vivre que plus intéressant à disserter, en fait. Ce que je trouve est toujours un petit peu, pas forcément un point négatif, mais quelque chose d'un peu plus dommage, un peu moins, enfin moi qui me paraît moins passionnant en fait à la longue. Mais après sinon, bon en vrai je pinaille hein, le film, je pense que je vais le mettre dans mon top 3 de l'année pour l'instant. Bon l'année fait que commencer, mais j'en suis déjà à avoir 3 chefs-d'œuvre, plus ou moins, donc c'est pas mal. Et aussi on n'a pas forcément pas trop parlé des qualités techniques du film, même si j'ai parlé un peu de la photographie. Mais et du coup, toi, d'avoir de la musique qui est et dans tout le travail du son qui sont magistraux. Il n'y a pas d'autres mots, mais quand même 2 mots sur Sandra Hüller et Christian Friedel qui, comme tu l'as dit, là même si c'était plus par rapport à leur personnage, mais qui vraiment arrive, je trouve, magnifiquement magnifiquement, c'était pas forcément le mot aussi, mais à caractériser cette déshumanisation, du moins cette sorte en fait, aussi, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu désarçonné avec le film, c'est que je savais pas si j'étais soit pas en train de décrocher du film ou juste de m'habituer. Et on est face à des personnages qui sont habitués depuis longtemps, qui juste, encore une fois, ont pas forcément sur le papier grand chose à jouer, à part être des personnages un peu bourgeois, mais mère et père de famille. Et à côté de ça, nous on est en train de s'habituer. Le metteur en scène arrive vraiment à nous habituer à l'horreur de ce quotidien, à juste en fait, limite, arrive à nous faire nous dire que ce qu'on voit là c'est normal. Que ouais, c'est. Ah oui, il y a encore de la fumée comme d'hab. Ouais, il y a. Il y a ça, mais bon, ça c'est classique, enfin voilà. Et je trouve ça vraiment. Et je trouve qu'en fait, la fin qui est en plus dans un des décors les plus, on va dire, esthétisés du film, arrive un petit peu à remettre ça en emphase, à vraiment remettre ça dans l'aspect anormal, ou du moins dans l'aspect, ouais, vraiment plus climatique, du coup, peut-être. Ou du moins, je l'ai vécu comme ça, je pense.
Mais dans les faits, c'est un film qui me laisse avec un drôle de ressenti. Et je pense que rien que pour ça, faut le conseiller. Parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit des films du genre. Et mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, du coup, dans 10 ans pour le prochain film de Jonathan Glazer. Pour le prochain chef-d'œuvre, pardon, de Jonathan Glazer. Ouais, après, s'il prend son temps pour nous faire des films comme ça, qui se laisse décanter, qui se laisse réfléchir et qui te questionne vis-à-vis de ton rapport au cinéma, franchement, moi je prends. Ah bah voilà. Mais mine de rien, en fait, c'est pour ça aussi que je pense que c'est un film qu'on retiendra dans longtemps. Parce que quoi qu'on en pense de ce film, c'est un film qui vient, comme tu viens de le dire, questionner nos rapports avec le cinéma, en fait, avec l'art. Qu'est-ce que l'art peut montrer, comment l'art peut le montrer. Et pour moi, c'est un geste plus ou moins révolutionnaire dans la manière qu'on a déjà de créer un récit historique, de créer surtout sur un épisode aussi marquant de l'histoire, et du moins de l'histoire contemporaine. Et en même temps, avec les cartes un peu plus cinématographiques, voilà, liées au 7e art, comment faire ressentir des émotions nouvelles, plus nuancées, moins attendues. Moi, je m'attendais pas à ce que le film vienne me faire vivre ça, me questionner de cette manière. Et pourtant, il est arrivé, et c'est avec énormément en fait, j'ai que des mots un peu amélioratifs pour un film qui est très crasseux, finalement. Mais C'est un film qui est crasseux dans les questions qu'il a te poser et pas forcément dans le sens immoral, tu vois, mais en confrontant directement à pas une ultra-violence, mais à une violence du quotidien, tu vois, et un quotidien qui lui-même est ultra-violent, mais qui arrive à être particulièrement classe et beau esthétiquement, tu vois, pendant toute sa longueur, tu vois. oui. Mais moi, quoi qu'il en soit, c'est un film que du coup je vais retenir. Et même si je suis pas encore trop sûr de savoir quoi en penser vraiment dans le détail, même si vous en avez eu un aperçu, c'est un film qui m'a marqué. Voilà. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut clore notre avis sur La Zone d'intérêt, qui est un des films plus marquants du début d'année. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cette émission un peu plus longue que d'habitude. Mine de rien, on est à une... Surtout pour une fois très qualitatif. On parle de film très qualitatif. Ah oui, non mais là vous pouvez aller les yeux fermés, bon, sur le dernier peut-être pas, hein, mais les yeux fermés surtout. Voilà, vraiment, vous allez vivre des trucs de dingue. Et est-ce qu'on va vivre des trucs de dingue la prochaine fois? Et c'est la question que je vais poser à des gens qui n'auront pas la réponse, si ce n'est moi quand même, parce que j'en ai vu un parmi ceux que j'ai cités. Bon, il est peut-être un petit peu premier de mon top, il va peut-être rester premier, je pense aussi. On en reparle très vite. Avec notamment La Bête de Bertrand Bonello, Dali, ou plutôt Dali de Quentin Dupieux, voilà, c'est la 4e fois qu'on va parler de Quentin Dupieux quand même, mine de rien, dans cette émission. En même temps, s'il sortait un petit peu moins de films. Il y aura aussi la nouvelle adaptation du Royaume de Kensuke, ou encore Cocorico avec Quentin Dupieux, non, pas lui, Christian Clavier, Christian Clavier et Didier Bourdon. On a hâte ou pas? Moi non. On aura plutôt hâte d'aller voir Madame Web avec Dakota Johnson et Tahar Rahim. Non. Voilà, non. Mis à part ça, nous aurons aussi Sans jamais nous connaître de Andrew Hay avec le beau couple Andrew Scott et Paul Mescal. Voilà, est-ce qu'on va autant chialer que dans Aftersun? C'est à voir. Il y aura aussi Vivant d'Alice Delaporte, Le Molière imaginaire, ou encore d'autres trucs. Voilà, bon, je sais pas si on fera une émission sur le 21 février aussi, où va sortir le meilleur film de l'année, j'en suis sûr, à savoir L'Empire de Bruno Dumont. Oh. Comment ça? Oh, non. Je suis pas fan de Bruno Dumont. C'est pas Oh, méchant. Mais bref, à bientôt sur la perche sanguine. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas, banalité, à partager, vous abonner, voilà, mettre les petites cloches. Vous abonner. Voilà, on a des youtubeurs finalement, et je dis ça, mais on est techniquement aussi diffusé sur des plateformes comme Acast, donc bon. Bref, à bientôt, voyez des films, parlons de films, et voilà, vive le cinéma. Prenez soin de vous. Bye bye.